sein du bloc communiste, la Yougoslavie était à part. Bien que république socialiste, elle n'était pas satellisée par Moscou et n'était pas membre du pacte de Varsovie. Fédération de nombreux peuples des Balkans, la chute du bloc de l'Est et la fin de la guerre froide ont précipité sa désagrégation, entraînant des guerres fratricides. Le professeur croate Tomislav Sunic nous livre son témoignage et son bilan 30 ans après. Un entretien mené à Zagreb par Raoul Weiss. Tomislav Sunic, merci de nous recevoir chez vous à Zagreb, en Croatie, pour répondre aux questions de TV Liberté et du Visegrad Post. Dans le cadre de cette série d'entretiens qui porte sur la mémoire donc, du changement de régime, on y reviendra, hein, est-ce qu'il a eu lieu, est-ce qu'il n'a pas eu lieu, autour de 1990, à partir de 1989, et puis 1991, et qui pour la Croatie, je pense, on peut dire s'étend jusqu'en 1995 avec la fin de la guerre d'indépendance. C'est une série d'entretiens où à chaque fois on commence généralement par la même question, c'est-à-dire l'anamnèse. Alors c'est un exercice intellectuel parce qu'il faut faire abstraction de tout ce qu'on a vécu, appris entre-temps, pendant 30 ans, ça fait beaucoup, pour se souvenir, essayer de se remettre dans la peau de l'homme qu'on était 30 ans plus tôt. Donc imaginez-vous juste avant la chute du mur. Et dites-nous s'il vous plaît qui vous étiez, où vous étiez et comment vous envisagiez à cette époque l'avenir de la Croatie, de la Yougoslavie, de l'Europe. Je pense qu'il faut tout d'abord commencer par les vocables. Je pense que l'anamnèse, c'est un terme médical également, n'est-ce pas? Donc on a beaucoup de cas médicaux ici en Croatie actuelle, mais on va y venir tout à l'heure. Bon, merci de votre invitation. Écoutez, il faut quand même se pencher sur un détail important. Avant la chute du mur à Berlin, il y a exactement 30 ans, voilà, 1989, j'étais à cette époque-là aux États-Unis. J'avais terminé mon doctorat en sciences politiques et j'ai commencé en 1988 à enseigner à l'Université de Californie à Santa Barbara, les Sciences Po. Bon, pour répondre à votre question, la chute du mur à Berlin, il ne faut pas oublier, fut précédée par la chute de l'engouement avec la mystique marxiste et réelle socialiste chez l'intelligentsia occidentale. Donc n'oublions pas, et je pense que la classe politique et la classe médiatique en France surtout et ailleurs en Europe oublient souvent que la perestroïka qui fut lancée par Gorbatchev, un événement très important et historique, fut précédée par une perestroïka intellectuelle chez la gauche divine, on peut dire, pour citer Baudrillard. Et partout, et j'en étais témoin aux États-Unis en tant que prof. Je me rappelle qu'il y avait une grande recyclage en quelque sorte des intellectuels. Donc curieusement, alors même que vous aviez quitté la Croatie depuis un certain temps, vous sentiez les signes précurseurs. Les signes précurseurs, vous comprenez, peut-être vous connaissez le nom de Bernard B.H. Lévy et le Glucksmann. Ils avaient commencé, même si je ne me trompe pas, même avant, même quand j'étais aux États-Unis, au début de 80, j'avais l'asile politique et plus tard j'ai obtenu la citoyenneté politique, mais je me rappelle qu'on a porté au nu leurs ouvrages sur leur ouvrage critique sur le communisme, comme le Testament de Dieu, si je me rappelle. Donc ils étaient vraiment, comment on peut dire, vachement des anticommunistes à l'époque. Donc ce climat intellectuel s'était propagé déjà dans les années 80 chez l'intelligentsia, je répète, chez les intellectuels, chez les scribes occidentaux, même davantage qu'à l'Europe de l'Est. Donc fatalement, ça devait se traduire dans le paysage de l'Europe de l'Est. Et bien sûr, ça a donné l'atmosphère favorable à la chute du mur. N'oubliez pas également, si je me rappelle bien, 1988, donc une année avant la chute du mur, la chute du mur officielle, il y avait des grandes manifs pro-communistes, pro-DDR, l'Allemagne de l'Est, qui furent organisées par Honecker, si je me trompe, Honecker, et sa classe dirigeante à Dresde, à Leipzig ailleurs.
et qui avait rassemblé des centaines de milliers de gens. Donc ces mêmes gens, donc ça c'est très intéressant à étudier, cette psychologie des masses. On peut y venir, Gustave Le Bon également, je le connais fort bien. On peut voir que même un an avant, on n'avait pas aucune idée que le communisme tel qu'on le connaissait à l'Europe de l'Est allait allait tomber en désuétude en quelque sorte. Et c'est justement, je répète, je réitère, enfin je me répète encore une fois, ce climat anticommuniste, on peut dire, cette fin avec la scolastique marxienne, freudo-marxiste, qui s'était terminée dans la haute éducation et dans les grands médias occidentaux, avait donné a résulté dans la chute du communisme officiel en Europe de l'Est, y compris la Yougoslavie. Donc paradoxalement, c'était presque plus simple de pressentir ce qui allait se passer depuis la Californie que depuis la DDR. Très intéressant. Pas chez tout le monde, mais bien sûr, peut-être, je ne veux pas maintenant inventer que j'étais un prophète, mais on savait maintenant, je me rappelle quand le mur de Berlin a commencé à tomber, j'étais encore à Santa Barbara, j'ai regardé à la télé, bien sûr, on a fêté cela, parce que pour nous, ça a été vraiment, pas seulement un événement, pas l'histoire événementielle, c'était vraiment un processus qui devait fatalement aboutir également à l'éclatement de la Yougoslavie. Alors la question suivante, toujours dans cette série d'interviews, c'est une question auquel le recul temporel acquis entre-temps permet désormais de risquer des débuts de réponse. C'est la question des causes. Lors du changement de système, la question c'est est-ce que cette Europe à l'époque socialiste était mouvante ou mue ? C'est-à-dire est-ce que les causes, les moteurs de ce mouvement se situaient à l'intérieur ou à l'extérieur ? Et c'est une question qui, d'une certaine manière, peut éventuellement vous inviter à un exercice d'autocritique, dans la mesure, j'ai travaillé vos ouvrages, et j'ai trouvé plusieurs essais en fait, des années 90, dans lesquels vous critiquiez, au contraire, l'inaction et l'indécision des Occidentaux, et notamment des Américains, lesquels Occidentaux, quand même, entre-temps, ont amplement ont perdu peu d'occasions de montrer au peuple des pays post-communistes leur sollicitude, que ces peuples, d'ailleurs, soient demandeurs d'une telle sollicitude ou pas. Très bien. Mais écoutez, je vais tout d'abord essayer d'éclaircir les vocables. Je pense que c'est très important de savoir exactement quelle est la signification des signifiants, en quelque sorte. Donc, mue et mouvante. J'ai déjà précisé au début de notre conversation qu'il faut toujours regarder les idées dominantes, surtout chez les intellectuels. Et moi, je n'ai pas une très haute impression, je ne tiens pas en grande estime ni l'intelligentsia française, ni l'intelligentsia croate, ni l'intelligentsia ou l'intelligentsia américaine. Je vous ai dit, j'ai souligné que la mystique marxiste, freudienne, avait pris sa fin. Personne n'y croyait plus. Donc ça a été la raison principale pourquoi on a cherché, à cette époque-là, dans toute l'Europe, une alternative. Or, là, il faut que je fasse ici une petite digression, et on peut y venir plus tard si vous voulez. Quoique le marxisme, quoique cette idée marxiste ait pris fin, les idées ou l'idée dominante de l'égalitarisme ou le mythe du progrès, et la société sans frontières ou le globalisme, voilà le synonyme pour l'internationalisme qui fut utilisé par les scribes marxistes. Plus tard, le globalisme, aujourd'hui, c'est un mot courant. Et tous ces termes, toutes ces idées, se sont paradoxalement beaucoup mieux réalisées en Occident, avec les 30 Glorieuses, avec l'État de-providence et avec Affirmative Action, la quota raciale aux États-Unis.
Je suis le premier témoin, je sais fort bien. Donc, j'espère qu'on se comprend bien là-dessus. Ces idées paléo-communistes, entre guillemets, c'était déjà bien implanté, bien enraciné aux États-Unis, en France surtout, en Suède et ailleurs, que dans l'Europe de l'Est. Donc il ne faut pas exclure cette idée de l'égalitarisme primaire. En fait, vous parlez peut-être du socle commun idéologique Absolument. du communisme et du libéralisme, c'est-à-dire l'Aufklärung, c'est-à-dire l'illuminisme. Ouais. Et le libéralisme aujourd'hui, bon, il faut également faire attention parce que même le libéralisme a subi un glissement sémantique aujourd'hui. Peut-être que je suis un libéral dans le sens de Tocqueville du début du 19e siècle, mais pas le libéralisme aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais, pour revenir à votre question, à notre discussion, ce libéralisme aujourd'hui, qu'on connaît même en Croatie, ou plutôt là, le mauvais mimétisme de libéralisme qu'on imite ici, que ce soit en Hongrie, en Croatie, en Serbie, ailleurs, mais qu'on voit de pleine allure en France et ailleurs, en Allemagne, surtout aux États-Unis, il n'a qu'à repris, il a repris pas mal de ces idées qui étaient mal tournées en Europe de l'Est. Ça, il ne faut jamais oublier. Franchement, je vous ai dit tout à l'heure que ces idées de l'égalitarisme primaire, c'est surtout les idées d'une société, pas l'État, d'une société sans frontières, sans nationalité, sans conflit nationaliste, était déjà beaucoup mieux enraciné, c'était beaucoup mieux implanté, je cherche le meilleur terme. Donc ce que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a une sorte d'ablation. La culture générale de l'Aufklärung avait produit au début du XXe siècle une sorte de rejeton un peu monstrueux, marxiste-léniniste. Le dédoublement. Vous avez utilisé, j'espère, tout à l'heure, avant notre discussion, vous avez utilisé le terme de dédoublement. Voilà, ce dédoublement paléo-communiste était déjà implanté, que ce soit aux États-Unis, ailleurs en France. Et nous sommes témoins de cet esprit. Bien sûr, on ne l'appelle plus le communisme, on l'appelle dans les grands médias antifasciste, parce que c'est un euphémisme qui est bien, c'est un mot omnibus en quelque sorte. Donc après ablation du rejeton léniniste, staliniste, le tronc commun du progressisme a continué à... Oui, mais vous n'avez qu'à regarder les grands noms, les grandes figures, même dans le paysage médiatique français, que ce soit B.H. Lévy, le fameux B.H. Lévy, ou même Finkielkraut, n'est-ce pas? J'ai eu l'occasion de faire sa connaissance. Pas mal de ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils étaient dans les années 60? Ils étaient des maoïstes, des castrites, des titistes. Et ces gens-là, il ne faut pas oublier, s'il vous plaît, vos auditeurs également, ils ne doivent pas oublier que ces gens-là, ces intellectuels-là, avaient donné la légitimité en pleine entière à la Yougoslavie communiste et à la Russie communiste. Donc ces gens-là avaient en quelque sorte légitimé l'esprit du goulag et le système répressif qui existait à l'époque dans les pays de l'Est. Avant de changer d'avis. Avant de changer d'avis, et maintenant ils se font tous, ils se sont tombés comme tous. Enfin, vous le savez peut-être en France ce qui se passe, comme ici en Croatie. En Croatie, on le fait d'une manière grotesque, mais en France, c'est presque quotidiennement. Tous ces gens-là sont devenus les grands apôtres de l'américanosphère, broken English americanosphère, mauvais anglais. Et ça me fait beaucoup, pas seulement de mal, ça me fait beaucoup de soucis, et ça m'effraie en quelque sorte. Parce qu'en fin de compte, on ne va pas commencer par la trahison des clercs, etc. Mais j'ai vu, en tant qu'ancien professeur, en tant qu'ancien diplomate, en tant que toujours professeur et diplomate, que les intellectuels, vraiment, excusez le terme, c'est vraiment la pire espèce au monde. Je préfère les paysans, les ouvriers, les manœuvres, les gilets jaunes, les gilets verts, que tous ces grands intellectuels, surtout sur la côte de l'Est, la côte de l'Ouest, à Nanterre également, à Vincennes, je les connais fort bien, à Bruxelles, qui voyage beaucoup entre Nanterre et la côte. Oui, tout à fait. Et ça m'effraie parce que je ne peux pas exclure que tous ces gens-là, tout en se réclamant de tolérance, voilà le terme tolérance, qui se réclament, qui invoquent les beaux termes de droit de l'homisme, etc. Vous connaissez tout le langage de la gauche divine. Oui, mais pas pour tout le monde. Pas tout, mais maintenant, ils vont se lancer demain, c'est le nouveau, on dit chez nous en Croatie, sous le nouveau vent. Sous le nouveau vent commence à siffler,
ils vont peut-être devenir des bons stormtroopers ou les bons fachos ou n'importe quoi. Donc c'est une question, je pense, de caractère. Il faut lire à la Bruyère. Il a très bien dépisté, même au XVIIe siècle, la mentale des grands intellectuels. C'était dans la cour de Louis XIV, n'est-ce pas? Oui, certaines choses ne changent pas. Donc ça, moi, je m'occupe surtout dans mes ouvrages et dans mes discours, je me pose toujours la question, si vous me permettez une petite digression, même en voyant les antifas, parce que je donne souvent des conférences en Australie, aux États-Unis, etc., bientôt en Allemagne, et je vois ces antifas et je me pose la question, sont-ils vraiment des antifas? Est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire, les antifas? Ou peut-être, à la rigueur, demain, après-demain, elles vont devenir des fas. Des faf, comment on dit. Enfin, j'ai juste voulu faire une interruption, je m'excuse. Ça ne me semble pas exclu. Enfin, pardon, je pense que vous m'avez posé également la question là-dessus. Enfin, il y avait une autre question, mais j'ai commencé à divaguer. Des causes internes et externes. Les causes internes, en ce qui concerne l'éclatement de la Yougoslavie, n'est-ce pas? Donc, un petit détail également. Finalement, avec le passage du temps, on s'est quand même rendu compte que aussi bien les Allemands ou germano-européens que les Américains ont tout de même eu une influence. Absolument, absolument. Écoute, il y a les causes externes. Je vais vous dire ouvertement, on n'a pas des documents empiriques. Je ne pense pas, comme pas mal de mes collègues croates, qui s'appellent maintenant souverainistes ou nationalistes ou des grands patriotes, j'ai caricature un peu. Mais franchement, en 1980, il n'y avait pas de grands empires, et je pense même les médias français font des grandes fautes, erreurs, en disant que c'était la CIA ou les Américains qui étaient derrière l'éclatement de la Yougoslavie. N'oubliez pas, voilà le fait que vous pouvez vérifier, le 21 janvier 1991, j'étais toujours aux États-Unis, en Pennsylvanie, j'enseignais à un collège. Donc juste avant, enfin le jour même avant l'éclatement de la Yougoslavie, James Baker, donc le secrétaire du département d'État, donc le ministre des Affaires étrangères américain, il était à Belgrade, où il parlait avec Milošević, Slobodan Milošević, et avec M. Marković, qui était le président de la Yougoslavie vacillante en quelque sorte, mais c'est toujours juridiquement la Yougoslavie sur la map monde, hein, n'oubliez pas, le juin 21 1991. Il a dit explicitement, je ne vais pas le citer en anglais, je vais essayer de le traduire, les États-Unis ne vont pas permettre la sécession unilatérale ni de la Slovénie ni de la Croatie. Vous pouvez vérifier le 21 juin 1991. Donc l'Amérique n'était pas intéressée à détruire ou à, comment dirais-je, à démonter la Yougoslavie, parce qu'en quelque sorte, n'oublions pas que l'Amérique était également derrière la création de la Yougoslavie, mais après le traité de Versailles, Clemenceau, Lloyd George et bien sûr Wilson. Et même, je peux vous dire, une petite digression qui n'est pas secrète, quoi. J'étais souvent, enfin, avec quelques collègues, on était invités au State Department, on avait dans les années 80, même il y avait des Serbes également, des Slovènes, etc. J'avais quelques pourparlers à titre individuel, comme prof à l'époque. Et je me rappelle que la réponse du State Department, de l'État, le département de l'État, était toujours l'Amérique est intéressée à l'intégrité et l'unité de la Yougoslavie. Donc il rabâchait, vous me permettez le terme, il rabâchait là-dessus jusqu'à 1991. Donc ce n'est que 1992 que William Bush, donc c'est-à-dire l'Amérique, a officiellement reconnu l'indépendance, c'est-à-dire la souveraineté de la Croatie et de la Slovénie. Oui, enfin, ça c'est aussi les grands principes westphaliens. Tout à fait. Donc en plus, il y a dont ils se sont éloignés par la suite, hein, Kosovo. Absolument. Plus tard, donc il y a un peu de détail, je ne vais pas être critique vis-à-vis de l'Amérique, mais le fait est qu'à l'époque, les Américains ne pouvaient même pas imaginer l'indépendance du Kosovo. Aujourd'hui, c'est des grands apôtres de l'indépendance du Kosovo. Ils cherchent leurs intérêts. Enfin, donc maintenant, bien sûr, la Croatie fait part entière de l'OTAN. Et ils sont très bien vus dans le cercle otanesque.
aux États-Unis. Moi, bien sûr, je suis très critique vis-à-vis de cette démarche servile de la part de la Croatie, mais je vais laisser mes sentiments à part. Donc, quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier, l'Amérique ne jouait pas, ou jouait très peu, le rôle d'un déconstructeur de la Yougoslavie. Mais l'Allemagne... N'oubliez pas l'Allemagne était fortement critiquée en 1991, parce que juste avant Noël 1991, l'Allemagne était le premier pays de l'Europe, enfin pas de l'Union européenne, je vais vous expliquer tout à l'heure, Maastricht était quelques mois plus tard. L'Allemagne quand même, pour des raisons, on peut dire, sentimentaux, pour des raisons historiques, Genscher, le ministre des Affaires étrangères, il était le premier politicien qui a poussé, comment dirais-je... Est-ce que la politique étrangère allemande est si sentimentale que ça? Non. Mais il ne faut pas également se faire des illusions, parce qu'écoutez, l'Allemagne, c'est un sujet à part. Il ne faut pas s'imaginer que l'Allemagne est un pays souverain. C'est un pays à demi-souverain. Parce que Genscher, n'oubliez pas, 10 ans plus tôt, en tant que ministre des Affaires étrangères, donc 1980, donc quand il était plus jeune, était avec Kohl aux funérailles du grand frère, du grand inquisiteur Tito. Josip Broz Tito, il était aux funérailles à Belgrade. Donc, il jouait sur la carte de l'indépendance croate. Si c'était des raisons privées ou sentimentales, je ne sais pas, j'ignore. Mais le fait est que la Croatie, et n'oubliez pas, le pape, il a peut-être joué le rôle plus important que Genscher et Kohl dans l'indépendance de la Croatie. Le pape surtout, l'Église catholique, parce que le pape, le polonais, il était venu à plusieurs reprises ici à Zagreb. Mais avant l'indépendance de la Croatie, il avait joué un rôle très important. Une petite parenthèse, si vous permettez, vos spectateurs également, le rôle de l'Église, même pendant l'époque yougoslave, l'Église catholique en Croatie, surtout en Yougoslavie communiste, jouait un rôle de contre-pouvoir, malgré le fait qu'elle était mal vue et persécutée, etc. Mais à l'époque, et même aujourd'hui... Comme en Pologne. Comme en Pologne. Donc il ne faut pas, on peut ridiculiser, on peut faire des blagues, etc. Mais l'Église... Même le gouvernement actuel, que je ne suis pas tellement ravi et pris du gouvernement actuel croate, mais il leur donne l'argent, ils savent les manier. Ça nous rapproche de la question suivante qui, là, aborde plus spécifiquement la problématique croate, puisque vous-même, Tomislav Sunic, à diverses occasions, vous vous êtes singularisé, disons, dans le champ discursif croate, en appelant à un dépassement de la narration, disons, nationalisto-chauvine, de ce que vous avez appelé la Croatie par défaut, ce complexe, disons, culturel qui menace de réduire l'identité croate à une simple ombre portée de l'identité serbe, et du coup de la vider de tout autre contenu que le refus du grand serbisme ou du yougoslavisme, au demeurant lui-même agonisant actuellement. Et dans ce contexte, vous avez souvent appelé à redéfinir la guerre d'indépendance de 1990-95 comme une guerre de sortie du communisme ou sortie du titisme. Néanmoins, dans un essai que moi je trouve très important, daté de 1991, vous montriez déjà alors conscient du fait que, et là je vous cite, ouvrez les guillemets, la Yougoslavie est un produit du panslavisme russe du XIXe siècle combiné au rêve wilsonien. Donc panslavisme et Wilson, deux orientations politiques qui n'ont de toute évidence rien de marxiste et encore moins de communiste. Et dans d'autres écrits, un peu plus tard, vous rappelez aussi que le passif ethnique qui a été soldé à un prix malheureusement si élevé pendant les guerres de Yougoslavie, c'est un passif qui remonte en grande partie à la période pré-communiste de la Yougoslavie. À ces considérations, on pourrait ajouter des remarques similaires, on pourrait faire le parallèle concernant les autres points de la géographie post-socialiste, où la transition a impliqué des épisodes sanglants, donc mentionnons entre autres la réactivation du conflit turco-arménien dans le Caucase, un conflit qui bien sûr datait aussi, lui aussi, d'avant 1917. La liquidation de la Grande Géorgie, les problèmes ossètes, Abkhazes, etc. Et donc finalement, on arriverait à la conclusion paradoxale qu'au moins en Europe,
le seul épisode violent de la transition qui n'ait pas été directement indexé sur un conflit ethnique antérieur au communisme, ce serait le cas roumain, c'est-à-dire le putsch de la Securitate, encore au pouvoir aujourd'hui, contre le couple Ceausescu, c'est-à-dire que cette exception concernerait justement le pays qui, en tout cas à l'époque, était le plus divergent, le plus aberrant, le plus isolé aussi de ce bloc socialiste, au moins à partir des années 80. On pourrait arrêter l'analyse à ce point, et c'est ce que font généralement les néo-communistes ou les néo-staliniens, les nostalgiques de cette époque et de ces régimes, et conclure à ce moment-là que le tournant de 89-90 n'a fait que rouvrir la boîte de Pandore des nationalismes haineux, etc. Boîte de Pandore que le système communiste, lui, avait intelligemment refermée en 1945. Mais évidemment, moi, je vous propose plutôt d'aller plus loin. Et au risque, il faut le dire, de problématiser la raison d'être de cette série d'interviews, on pourrait peut-être se demander carrément si ce fameux changement de système a vraiment eu lieu. La pseudo-césure de 1990 n'est-elle pas simplement, et là j'emploie une terminologie cogévienne dont vous êtes familier, n'est-elle pas le mopping up, c'est-à-dire le coup de serpillière qu'on passe après la fiesta, le mopping up tardif d'une césure plus ancienne et plus profonde qui, à mon avis, serait celle de la déstalinisation des années 1953-1968. Commençons par le nationalisme. Écoutez, le nationalisme tel qu'on l'a vu, ou nos ancêtres, au moins en Europe au XXe siècle, c'était vraiment un expériment, une expérience tragique. Pas tragique, mais désastreux, j'ose le dire. Pourquoi j'utilise l'adjectif désastreux? Parce que malheureusement, pas mal de mes copains, pas mal de mes collègues ainsi en Croatie sont toujours, comment dirais-je, utilisent leur identité nationale en fonction de leur antiserbisme. J'ai vu chercher les Polonais également en ce qui concerne la question allemande, en ce qui concerne bien sûr la Silésie, la Poméranie, etc., et quelques grands morceaux de l'Allemagne qui furent saisis par les Polonais, pas seulement par le communisme, mais par les Polonais eux-mêmes. Vous avez peut-être vu, vous devez connaître un peu la Hongrie, qu'il y a toujours une tension, un différend entre les nationalistes hongrois par rapport aux nationalistes romains. Et nous avons tragiquement, on a vu ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement, à l'heure actuelle, en Donbass, en Ukraine de l'Est. Et ça me fait mal au cœur, parce qu'il faut toujours poser la question qui en profite, cui bono. Pas à nous et surtout pas aux nationalistes. Et je proche souvent à mes collègues nationalistes. Je suis membre également de ce mouvement qui s'appelle les souverainistes croates. Nous avons un membre à l'Union européenne, Madame Ruža Tomašić, si vous devez la connaître. Il y a déjà un tas de gens qui viennent de différentes cénacles, différents milieux. On a des ouvriers, on a des vétérans, on a des intellectuels. Mais les souverainistes croates et les nationalistes croates ont une tendance malheureuse en quelque sorte pour chercher toujours le bouc émissaire. Je ne vais pas négliger les crimes commis par les militaires, paramilitaires serbes, mais je pense que c'est faux et que c'est mal vu, et surtout dans l'Occident, et que ça ne donne aucun résultat d'utiliser l'antiserbisme ou le discours antiserbe tout le temps maintenant pour renchérir sur son identité. Je pense que c'est la première réponse. Ça me fait un peu penser à la définition de l'amour qu'aurait, paraît-il, donné Jacques Lacan. Il disait l'amour, c'est un chèque sans provision signé à quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent. Oui. Parce que le problème, c'est que les Serbes, eux, ne s'occupent plus de la Croatie, ça ne les intéresse pas. Donc, oui, mais ça, je trouve ça un avantage chez les Serbes. Parce qu'on se pose la question, même vos téléspectateurs peuvent se poser la question rhétorique. Qu'est-ce qui se passerait si les Croates n'avaient plus de Serbes dans leur voisinage? À mon avis, le problème qui nous confronte maintenant, qui
qui est beaucoup plus sérieux maintenant, c'est le remplacement des peuples. Si vous voulez plus tard, on peut parler plus tard, ou plutôt le remplacement des nations, en quelque sorte, pas seulement en France, mais également ici dans la Bosnie-Herzégovine, où il y a pas mal de migrants africains et maghrébins, etc. Donc je pense que c'est le problème. Là, il faut se focaliser davantage. Et je trouve ça un peu déplacé, il y a un terme obsolète de rabâcher tout le temps sur la menace croate, comme le font malheureusement, même dans même dans les cercles gouvernementaux, ici en Croatie. Permettez-moi, s'il vous plaît, un détail très intéressant. Vous avez posé la question sur le... plutôt, vous avez dit... vous avez fait remarquer une différence entre le régime et le système. Il y a une grande différence entre le régime et le système. Je vous dis ouvertement, le régime a changé en Croatie, mais en ce qui concerne le système, il n'y a pas beaucoup de différence. Je vous dis ça ouvertement. En tant qu'ancien... Et là, je répète la question. Est-ce que ça a eu lieu ou est-ce que ça n'a pas eu lieu? Ou est-ce que c'est une illusion collective Illusion collective, parce que si vous regardez, si vous me permettez, on va faire un petit profil anthropologique de la classe dominante en Croatie. En Serbie, c'est plus ou moins kiff-kiff, comme on dit. En Hongrie, c'est peut-être un peu différent, mais plus ou moins, et je connais ces gens malheureusement très bien parce que j'ai travaillé avec eux comme diplomate à Bruxelles, ailleurs, à Paris, etc. La plupart de mes copains, dans les années 90, 2000, etc., étaient des anciens apparatchiks communistes yougoslaves qui avaient bien sûr changé de, comment on dit, de casaque, comment on dit en français, changé de 1900. Comme en Hongrie, comme en Hongrie ailleurs. Et puis, écoutez, je peux maintenant, bien sûr, ça c'est le conditionnel passé, le passé conditionnel. Je me pose souvent la question à quelques amis, je ne vais pas mentionner leurs noms parce qu'ils sont bien vus, je leur pose la question, mais qu'est-ce que vous avez fait, chers amis, chers collègues, vétérans, pourquoi vous n'avez pas tout d'abord fait votre tâche primaire, à savoir faire table rase du communisme? Vous savez ce que ça sous-entend, ça. Mais malheureusement, on avait cette guerre, terrible guerre, qui a pris une modus, un canal, enfin, comment dire, un tuyau dans une direction ethnique plutôt, au lieu d'être une guerre idéologique. Parce que le mal, où se trouve le mal de cette guerre? Malheureusement, même les grands médias en France comme Le Monde, Le Figaro, Libération, ils ne veulent pas se focaliser sur les origines de la guerre. Les origines de la guerre résident dans le passé communiste, titiste, et dans le passé yougoslave et panslaviste. Donc c'est quand même un topic, un sujet qui est beaucoup plus compliqué. Maintenant, critiquer les nationalistes serbes, Mladic ou Gotovina ou les autres, les soi-disant les criminels de guerre, on s'occupe que des résultats, on s'occupe que des conséquences. Mais, pour des raisons que je vous ai expliquées, compte tenu de pas mal du cadre ex-yougoslave qui est toujours vivant et bien payé en Croatie, et leur progéniture, surtout, que je connais fort bien. Imaginez-vous, à Zagreb, je dois croiser le chemin avec les gens, au pied de la lettre, qui avaient emprisonné mon père en 1983 quand j'étais aux États-Unis, et mon père fut repris par Amnesty International, par quelques congressmen américains. Et je dois dire bonjour à ces mêmes gens-là. Mais pour eux, finalement, c'était bien arrangeant, cette focalisation sur la Serbie. Si vous permettez, ces mêmes gens-là, pas mal parmi eux, sont maintenant devenus, excusez le terme, les grandes gueules nationalistes croates. D'une part, et d'autre part, ils sont beaucoup plus nombreux, des grands libéraux pro-américains qui nous prêchent le prêchi-prêcha des droits de l'homisme, la tolérance, etc. Et ça, c'est la situation actuelle en Croatie avec la classe régnante. Enfin, laissons maintenant les noms, faisons abstraction des noms privés, etc. Mais la plupart des gens que je connais, qui sont actifs dans l'actuel système post-yougoslave, ont toujours cette résidu, comment dirais-je, cette mental communiste. Oui, donc de ce point de vue-là, la réponse serait plutôt négative, c'est-à-dire que ça n'a pas eu lieu. On peut dire le signifiant a changé, mais le signifié est le même.
Simplement, là, on reste d'une certaine manière, on pourrait dire, dans la sociologie des élites, qui est d'une certaine manière plus simple, parce que finalement, c'est un groupe réduit de personnes, donc on fait les généalogies, les histoires familiales, et puis on se rend compte que c'est les mêmes. Mais il y a toujours ce danger de tout mettre sur le dos des élites, et puis le peuple, il est virginal, il est innocent, il est divin. Bon. Mais finalement, les masses yougoslaves et post-yougoslaves, d'une certaine manière, ont toléré cette continuité des élites. Ça, c'est le problème, que ce n'est pas une question des minorités, c'est une question de majorité. Je pense que ce n'est pas utile maintenant pour vos téléspectateurs de citer le nom d'un grand écrivain qui fut un bon collègue à moi, Claude Paulin. Claude Paulin vient de décéder il y a quelques mois, quelques années en France. Il était prof à la Sorbonne. Il a écrit un bel ouvrage, Le totalitarisme sur l'esprit totalitaire. Donc la thèse, le thème central de son bouquin était que le communisme est le système où la majorité terrorise la minorité et pas le vice-versa. J'ai vu ça quand j'étais gosse, quand j'étais jeune en Yougoslavie communiste, que la plupart des gens, enfin je ne vais pas dénigrer ces gens-là, mais ils s'en fichaient. Ils disaient, il faut vivre. Si tout le monde vole, on va voler un peu. Si tout le monde fait des raccourcis, on va le faire également. Si tout le monde se débrouille, voilà, l'idéologie de la double débrouillardise balkanesque. Voilà mon terme à moi. Je n'ai pas lu le professeur Paulin, j'ai lu vos essais en revanche, entre autres ceux que réunis dans cet excellent recueil. Et j'y ai notamment retenu l'idée que vous faites remarquer à un endroit, que finalement, au moins en Croatie, peut-être dans des zones plus balkaniques de l'ancienne Yougoslavie, la question se pose dans des termes différents, mais qu'au moins en Croatie, encore plus que des revendications politiques formelles de liberté d'expression, il y avait un des moteurs pour vous, pour ce que j'en ai compris, du changement de régime au niveau des masses, c'était une appétence finalement socio-économique à des standards de vie qui ressemblent plus à ceux de la liberté, tout à fait. Vous me lisez mes pensées, comme on dit chez nous. En effet, disons que je suis un pessimiste culturel et je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur le meilleur du monde. J'ai vu ça que, vous avez bien remarqué, 1991, en Croatie, les gens rêvaient à l'Occident. Ce n'est pas forcément qu'ils étaient intéressés à se débarrasser du communisme totalitaire de la pointe titiste. Je ne peux pas vous citer exactement les chiffres, les numéros et le nombre, mais ils avaient rêvé à l'époque de l'Amérique, ils rêvaient de l'Occident. Ils s'imaginent toujours, beaucoup plus qu'en Occident, pas tellement comme il y a 10 ans, mais toujours, ils s'imaginent que l'Occident, ils s'imaginaient à l'époque que l'Occident c'est un pays de cocaïne, on dit de cocaïne, un Pérou. Et voilà, c'est une raison principale pour laquelle il s'est adonné à ce concept de la Croatie nouvelle, parce qu'il croyait vraiment que la Croatie indépendante allait remplir la poche, devenir plus riche, avec un standard semblable à celui, avec un niveau de vie semblable à celui de la France. Mais tout ça, c'était des rêves. Wishful thinking, voilà un beau terme américain qu'on ne peut pas traduire en français, wishful thinking. Et ce wishful thinking, maintenant, nous voyons les conséquences, les gens sont devenus complètement déçus. C'est pas la peine d'être un grand philosophe ou intellectuel, vous n'avez qu'à marcher à Zagreb, à centre-ville, de faire une promenade, à regarder les visages assez tristes, et les gens, si vous parlez avec eux, ils vont vous dire qu'ils sont très profondément déçus avec cet expériment croate. Alors ça sous-entend qu'en fait, en 90, d'une certaine manière, au moins une partie de la population était sur la même fréquence que ces élites issues de la déstalinisation et qui finalement voulaient juste changer le marketing, changer la carrosserie c'est un beau terme, du régime. Le vernis, voilà. Mais qu'ils avaient en commun
disons, rêve américain ou rêve occidental. Et la différence entre les deux groupes, c'est peut-être que, oui, la masse, les gens de la masse en général n'ont pas réussi à le réaliser, alors que l'élite, elle, effectivement, dans beaucoup de cas, a accédé, du coup, à... Mais comme je dis, enfin, tout à l'heure, je ne sais pas, on a cité le nom des grands gauchistes comme Xavier Solana, Jacques Delors à l'époque, Finkielkraut, B.H. Lévy, etc., qui sont maintenant des grands apôtres de l'européisme. Euroslavie, ça voilà le terme. Je pense que je l'ai invité, Euroslavie, Belgoslavie, Euroslavie. Mais la même chose, vous voyez, regardez le profil de la classe politique en Croatie. Plus ou moins tous, des bons titistes, des braves titistes. En Russie, on les appelait, en Union soviétique, on les appelait à l'époque les komsomolci. Vous savez ce que ça veut dire, les komsomolci. Mais maintenant, c'est des grands apôtres de quoi? Libéralisme, marché libre, ultra-violent, du capitalisme. Oui, en Russie, c'est des gens que Khrouchtchev, en fait, a portés. Et maintenant, les ralliés du pèlerinage, vous les connaissez. À l'époque, ils faisaient du pèlerinage où? À Belgrade, à Moscou, à la rigueur à Beijing, à Pékin, ou à la rigueur. Et aujourd'hui, où est-ce qu'ils font le pèlerinage avant d'obtenir le feu vert des grands médias? Il faut aller aux États-Unis. Donc ça, nous avons exactement le même comportement chez la classe politique croate. Et écoutez, en ce qui concerne les nationalistes, tout à l'heure, je vous ai dit, j'étais peut-être un peu trop critique, mais malheureusement, je ne vois pas d'alternative, ni avec les soi-disant populistes ou souverainistes croates. Je vois. Évidemment, dans l'intitulé de la question précédente, il y avait inscrit en creux dans l'intitulé une sorte d'hypothèse que vous avez au demeurant confirmée, à savoir que il y a eu une grande agitation en surface à cette époque, il y a 30 ans, mais qui recouvrait en réalité une certaine continuité, ou du moins une césure d'une ampleur, d'une profondeur probablement bien moindre par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, au moment de la transition entre communisme stalinien et communisme post-stalinien, parce que là, en revanche, il y avait eu des purges très importantes, des destitutions. Cette hypothèse, on la trouve très souvent formulée, et même c'est déjà plus qu'une hypothèse, c'est un thème de discours récurrent chez les intellectuels pro-gouvernementaux en Hongrie, actuellement, qui, de façon de plus en plus systématique, distingue ce qu'ils appellent le changement de régime formel, donc pour parler du thème de notre interview, ce qui s'est passé il y a 30 ans, à un changement de régime sur le fond qui, à leur avis, de leur point de vue, a enfin commencé en Hongrie, mais 20 ans plus tard, a commencé en 2010, avec l'arrivée au pouvoir de l'actuelle coalition Fidesz-KDNP. Et d'où ma question. La Croatie, à votre avis, peut-elle à son tour connaître un tel changement de régime sur le fond, ou un début de changement de régime sur le fond? Et si oui, quand et à quelles conditions? Changer le système. Je pense que ça serait plus convenable. Oui, en fait, à la place de formel et sur le fond, on pourrait, comme vous le suggérez, distinguer régime de système. Je pense que non. Je vais vous dire ouvertement, la liste de la Croatie et les pays balkaniques, vous savez fort bien, j'espère votre téléspectateur également, que les Croates ne veulent pas qu'on utilise la dénomination de balkanique. Ils n'aiment pas le terme, ils se veulent... C'est vrai que géographiquement, c'est... Les Européens du centre. Du centre. Les Serbes sont des balkaniques, les Bosniaques, etc., etc. Ça, laissons à part maintenant ces détails, mais il est quand même un peu péjoratif quand vous dites balkanique. Mais l'essentiel, c'est que les grandes idées dominantes, ça je vais vous dire en toute modestie, quoique je suis français par esprit, américain par légal, si vous voulez, par mon Geist également allemand, j'aime bien la culture allemande, etc. Mais les grands événements, les grandes bousculades, les grandes ruptures n'ont jamais eu lieu, intellectuelles, les ruptures intellectuelles n'ont jamais eu lieu ici, à cet endroit. Ils commencent toujours soit à Paris, soit à Berlin, actuellement à Washington, c'est-à-dire aux États-Unis. Qu'on le veuille ou non, ça c'est le centre du monde avec les idées dominantes.
Donc, une fois, supposons, et ça c'est vraiment une supposition, une hypothèse, s'il y a des changements intellectuels avec les idées dominantes, à la destruction des idées dominantes, disons, avec les gilets jaunes, ou je ne sais pas, avec quelques affaires, enfin quelque chose, avec quelques intellectuels, supposons, si ça arrive en France ou ailleurs en Allemagne, ça va fatalement avoir des répercussions sur la Croatie et la décision des classes dirigeantes. À Budapest, en revanche, ils n'ont pas attendu d'autorisation. Oui, ça c'est peut-être. Il faut faire. Je suis tout à fait d'accord en ce qui concerne des personnalités à part. Tudjman également. Ça, je vais vous dire franchement, j'ai eu l'honneur de faire sa connaissance. J'ai même traduit quelques passages de son bouquin en anglais, de son bouquin qui sont, on peut dire, révisionniste, où il avait détruit la mythologie communiste yougoslave, etc. Mais le problème, c'est que s'il n'avait été pas au pouvoir, bien entendu, on n'aurait jamais eu la Croatie indépendante. Je suis sûr. C'était bon comme on peut dire, une combinaison d'un personnage assez fort, une vide géopolitique, et bien sûr de l'agression de l'armée yougoslave qui a donné lieu à la Croatie libre. Sinon, on n'aurait jamais eu la Croatie libre. Vu le fait qu'on était plus ou moins tous remplis par les anciens cadres yougoslaves. Je ne vais pas trop compliquer les détails, je ne sais pas si j'ai exactement répondu à votre question, mais... Oui et non, parce que... Ou une autre manière, ou une conséquence de cette question, c'est que la Croatie, elle est libre, je pense que tout le monde s'en réjouit aujourd'hui, peut-être même les Serbes d'ailleurs, bon. Mais en revanche, elle a tendance à être vide. C'est-à-dire, et là, moi ça m'a frappé, parce que vous savez, dans cette série d'entretiens, on a posé des questions très semblables à un homme politique hongrois dont vous n'apprécierez pas forcément l'idéologie, on peut dire qu'il est à l'autre extrême du spectre, qui est Ferenc Gyurcsány, ancien Premier ministre. Et ce que lui nous a dit de 1990, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai lu ensuite dans vos essais. Visiblement, les deux sociétés se ressemblaient au moins à cette époque beaucoup, à savoir cette constatation que beaucoup plus que les revendications d'ordre politique, moral, juridique, il y avait cette appétence au standard de vie, au niveau de vie occidental, et donc c'est ce qu'il a appelé un changement de régime du niveau de vie. Oui. Mais ensuite, il semblerait que les chemins des deux pays de nouveau se séparent, puisque, comme vous le savez peut-être, la Hongrie est de tous les pays post-socialistes celui qui a l'émigration en proportion de la population totale la plus réduite. Oui. Alors que Versailles, vous savez ce qui s'est passé, elle a été castrée en quelque sorte, châtriée. Voilà, alors effectivement, c'est un peu un concentré de... Oui, c'est vrai que le traité de Trianon les a aidés de ce point de vue-là. Mais la Croatie, elle, en revanche, a une hémorragie démographique. Tout à fait, Et ça, voilà, je sais, écoutez, vos téléspectateurs peuvent me poser la question critique, à quoi bon rêver maintenant de la Croatie, du souverainisme, vu le fait que depuis 15 ans, on a perdu plus de 300 000 femmes et hommes qui sont partis à l'extérieur, à l'étranger. Souvent jeunes. Donc le meilleur, on n'en trouve pas. Je vous ai raconté ce matin, on n'en trouve pas des docteurs maintenant. On a le problème de trouver des maçons maintenant pour me rétaper la maison un peu. Donc ça... je ne vais pas maintenant lancer dans les diatribes anti-croates parce que finalement je viens de ce peuple, j'aime bien ce peuple. Est-ce qu'à votre avis, il serait possible à la Croatie de suivre l'exemple hongrois, c'est-à-dire ayant vécu comme elle il y a 30 ans un changement de régime, là, employons les termes comme vous suggérez de le faire, de connaître enfin au moins le début d'un changement de système? Oui. Pour cela, justement, j'ai beaucoup d'appréciation, beaucoup d'estime pour M. Orban, Viktor Orban. D'ailleurs, il est un des seuls politiciens qui est venu aux funérailles de Franjo Tudjman, 1999. Il a beaucoup de respect pour les Croates
C'est un monsieur qui a un bon sens de la géopolitique, on peut dire un realpolitiker. Il me rappelle également un peu de Poutine, enfin je respecte Poutine qui est un homme sage, intelligent, je ne vais pas l'inventer trop, mais ils ont quand même des qualités que je ne trouve pas chez la classe politique occidentale, ni chez la classe politique croate. Enfin, voilà le terme qui m'échappe souvent, le mimétisme croate. Ah, voilà le terme. Laissez que je prépare maintenant sur le mimétisme croate. Je sais, enfin, en tant qu'ancien diplomate, il faut mimer les autres, surtout si les autres sont des pouvoirs, des puissances comme la France, des puissances militaires comme l'Amérique. Il faut être gentil avec tout le monde, il faut savoir se faufiler. Mais le mimétisme croate qui frise, excusez-moi le terme, qui frise le grotesque, était pour moi inacceptable. Je ne peux pas le digérer. Je trouve par exemple même la présidente, et pas seulement elle, hein, même tout son équipage, quand ils se déplacent, que ce soit à Washington, quand ils partent à Bruxelles, quand ils parlent avec, que ce soit avec Madame van Leyden ou avant avec Jean-Claude Juncker, l'ivrogne, Juncker, vous me permettez le terme, la tonalité de leur voix, ce n'est pas la même tonalité, le même rythme que j'entends de leur part quand ils sont ici en Croatie. Pas seulement au sens, au niveau de la langue, au niveau du langage, mais également du niveau du contenu. Ils utilisent les termes, la terminologie qu'ils n'utilisent jamais ici en Croatie. Donc je trouve ça mal, je trouve ça déplacé. Je me pose la question essentielle. Je dois souligner ça parce que je m'occupe en tant que politologue avec ce terme, l'état d'urgence. Comment vont-ils réagir demain, la classe politique en Croatie, lorsqu'il y a vraiment un état d'urgence? Ah ben ça c'est la grande question de Carl Schmitt, c'est l'Ausnahmezustand. Oui, Ausnahmezustand. Comment vont-ils faire? Tudjman, il le savait. Parce qu'ils étaient un homme, un personnage, une personnalité qui était quand même bien éduquée dans le sens, enfin comment dirais-je, ils avaient un sens du politique, pas seulement de la politique, mais du politique. Un homme d'État. Et donc il avait un sens, voilà le merveilleux terme en français, il avait le sens du tragique. Ce qui manque à la classe politique en Occident, on a déjà, comment on dit, on sait ce que ça se passe là-bas. Mais ça, c'est des grands pays. Enfin, la France, ils vont trouver toujours quelqu'un, que ce soit Maréchal Le Pen ou quelqu'un, ou je sais pas, n'importe qui. Alors, c'est un pays de 60 millions d'hommes. Alors, la Croatie, avec 4 millions de bonhommes, qu'est-ce que vous faites grand-chose? Donc, il y a une question de taille. De taille également. Et bien sûr, dans cette taille, une grande taille, vous trouvez davantage de cadres, des gens avec le sens du tragique. Ici, je m'excuse, mais peut-être, je ne vous parle pas comme un élitiste, je vous parle de première expérience dont je suis témoin depuis 25 ans, depuis que ma grande rentrée de mon retour des États-Unis. Je ne trouve pas les politiciens ici avec le sens du tragique. Soit ce sont des gens qui copient, qui miment d'une manière très mauvaise et très mal le discours, le narratif. Voilà le terme qui est très populaire aujourd'hui, très à mode, très en vogue. Narrative, le narratif, la narration le récit occidentale à outrance, qui se veulent plus papistes que le pape avec leur discours de politiquement correct. D'autre part, vous avez pas mal de gens qui sont bien, dont l'énergie et dans la vitalité, je respecte surtout les nationalistes et les souverainistes croates. Mais qui vivent un peu dans le passé. Qui vivent dans le passé. Pas seulement dans le XXe siècle, ils vivent dans le IXe siècle, dans le XIXe siècle. Et même, malheureusement, même dans les cercles ecclésiastiques en Croatie, il y a des gens qui sont braves, qui sont bien, je les connais très bien, ils me connaissent. Mais à leur discours, j'aimerais bien qu'ils parlent pas seulement d'Aloysius Stepinac, dont on attend sa béatification depuis belle lurette, mais j'aimerais bien qu'ils parlent de Charles Péguy. Mais il y a peu de gens qui savent ce que ça veut dire, Charles Péguy. Enfin, je vous cite peut-être un nom de Charles Péguy. Oui, il y a peu de gens qui le savent. Catholique, effectivement. Oui, mais écoutez, ce que je veux dire, c'est que notre Église catholique, je l'admire, c'était vraiment le premier bastion anticommuniste. Lorsque j'étais gosse, on était à l'église, pas pour prêcher le bon Dieu, mais pour exprimer nos blagues anticommunistes dans les années 60-70, quand j'étais gosse en Yougoslavie communiste. Mais je ne trouve pas vraiment des gens d'une capacité, d'un format, d'un calibre acceptable pour savoir contrer
le globalisme, le capitalisme sauvage, le libéralisme, appelons-le le libéralisme. Et je suis assez pessimiste. Je ne vais pas finir notre discours sur cette note pessimiste, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions. On va voir qui sera ici lors de l'état d'urgence. N'oublions pas, si vous me permettez, qu'en Bosnie voisinante, donc juste 20 km d'ici, 30 km à peu près de Zagreb, il y a à peu près 50 000 Africains, de migrants africains, également migrants de l'Asie, bien sûr, qui sont maintenant prêts pour la grande ruée vers l'Occident, mais ils doivent fatalement traverser la Croatie, et on ne peut pas exclure qu'ils vont aboutir ici dans un trou. Vu maintenant la nouvelle procédure par l'Union européenne, la Croatie risque d'établir, comme le dit, le hotspot pour ces migrants. Et ça pourrait être un cul-de-sac, en fait. Cul-de-sac, ça pourrait vraiment donner des scénarios inexplicables. Et dans ce cas d'urgence, on va voir ce qu'on va faire. J'espère que les expatriés croates m'ont compris qu'on va cesser à se faire des illusions, comme on se faisait à l'époque 1991, lorsque j'étais toujours aux États-Unis, quand je croyais, et où je croyais, vraiment, avec mes collègues aux États-Unis, que la Croatie deviendrait un pays non communiste et qui, dépourvu du cadre communiste. Malheureusement, voici, voilà, depuis 25 ans que je dois partager la compagnie de ces bien-pensants communistes qui aggravent ma vie, pour couper court. Tomislav Sunic, merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci.